Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet événement de lancement de la Coalition citoyenne pour le Sahel. Bienvenue à tous, quel que soit l'endroit d'où vous nous recevez. Je suis Claude Cyril, j'interviens ici comme modérateur et journaliste. Pendant 45 minutes, nous allons expliquer ce que sera cette Coalition citoyenne pour le Sahel. La Coalition citoyenne pour le Sahel est constituée d'un noyau central de 22 organisations sahéliennes et ouest-africaines, principalement du Burkina Faso, du Mali et du Niger, soutenue par 14 ONG internationales. D'ores et déjà, on peut la définir comme un cadre collectif informel et ouvert pour faire valoir de l'expertise de la société civile auprès des gouvernements de la région et des États et institutions qui les soutiennent. La liste de ces organisations qui composent cette coalition est d'ailleurs consultable à l'adresse suivante sur le site de la FIDH, www.fidh.org, la FIDH qui diffuse cet événement en Facebook Live. Alors, vous êtes d'ailleurs plusieurs dizaines à assister à cet événement en direct. Nous saluons en particulier la présence de représentants de gouvernements du Sahel et d'autres gouvernements. Une interprétation en anglais de l'événement est d'ailleurs assurée sur Zoom par Tilly Gaillard. Merci à tous les intervenants de parler le plus distinctement possible. C'est ce que je vais moi-même essayer de faire. If you'd like to follow the event in English, please join via Zoom, then click on language at the bottom, then click on English. L'interprétation en anglais n'est disponible que sur Zoom via le lien indiqué sur la page Facebook de la FIDH. Nos invités, nous allons vous les présenter, ils vont nous accompagner pendant ces 45 minutes. Tout d'abord, Niagale Bakayoko, président du think tank African Security Network. Bonjour, Niagale Bakayoko. Bonjour. Et bienvenue, Maître Boubacar Oumarou, avocat coordinateur national du réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits. Bonjour, Maître. Bonjour. Bienvenue à vous. Alice Soulema, coordinatrice de WANEC Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Ah, très bien. Tout marche bien. Formidable. Maître Saran Keita Diakité, avocate présidente de l'Association des juristes maliennes. Bonjour, maître. Nous vous retrouverons tout à l'heure. Alioune, expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits humains au Mali, fondateur du think tank Africa Jom Center, qu'on retrouvera à la fin de cet événement. Bonjour, Alioune. Bien, je pense que nous vous retrouverons tout à l'heure. Et puis Idrissa Traoré, coordinateur du programme conjoint Association malienne des droits de l'homme, AMDH, Fédération internationale pour les droits humains, FIDH. Bonjour, Idrissa Traoré. Bonjour, Claude. Content de te retrouver. Moi aussi. Eh bien, nous sommes presque tous là. Je pense que ceux que nous n'avons pas entendus vont nous rejoindre tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous remercier d'être avec nous ce matin pour cet événement. Nous allons consacrer ces premières minutes de notre rendez-vous à une présentation de l'initiative Coalition citoyenne pour le Sahel. Et je vais d'abord me tourner vers vous, Idrissa Traoré. Je rappelle que vous êtes coordinateur du programme conjoint AMDH-FIDH. Il nous faut répondre, je crois, d'abord à deux questions très simples. Pourquoi une coalition citoyenne et pourquoi maintenant? D'abord, pourquoi une coalition citoyenne? Je crains qu'on ne vous entende pas. Ah, nous avons un petit problème de à travailler. Je crois que votre micro est tout fermé. Ok, voilà. C'est bon? C'est bon, allez-y. Bien, merci beaucoup, Claude. Bonjour, mesdames et messieurs. Effectivement, il faut se rendre compte que la situation des populations civiles dans le Sahel et plus particulièrement dans le Liptako-Gourma qui est composé de 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. La situation de ces populations civiles continue à se dégrader et souvent nous amène à se poser effectivement des questions par rapport à la pertinence des approches sécuritaires. Et il faut également relever que les annonces récentes d'avancées et de succès dans la lutte contre les groupes armés dans la région est pour nous en décalage avec la réalité que nous observons sur le terrain, puisque nous sommes quand même des acteurs de terrain, donc nous vivons au quotidien cette situation. Et là, nous remarquons qu'il ne se passe un jour sans qu'il ne soit révélé de nouvelles exactions contre les populations civiles.
parfois de la part des groupes armés et souvent aussi de la part des forces armées régulières. Et aussi, nous avons l'habitude de monitorer des violations, n'est-ce pas, imputables aux groupes d'autodéfense, sachant que dans nos différents pays, ces groupes d'autodéfense sévissent. Alors, cette situation conduit aujourd'hui à une montée de la méfiance entre les communautés et les forces de défense et de sécurité d'une part, et entre les communautés elles-mêmes. La situation entretient également un cycle de représailles qui n'en finit pas et qui favorise également l'enrôlement dans les groupes armés. Et nous avons l'habitude de constater et de le dire que parfois, les groupes armés, notamment djihadistes, ne recrutent pas, mais beaucoup de gens les rejoignent. Et les gens les rejoignent parce que souvent, ils ne trouvent pas leur place dans la République, ils ne trouvent pas leur place dans la société. Et le plus souvent aussi, ils font l'objet de représailles. Donc, ils les amènent à se poser la question dans quel état ils doivent se retrouver. Et donc, ce facteur de violence ne donne pas le choix aux populations civiles, d'où pour nous la nécessité de repenser un peu l'approche. Et pour repenser cette approche, nous avons effectivement remarqué qu'il y a des initiatives et des efforts de collaboration en cours entre les différents gouvernements de la région, appuyés par leurs partenaires, et des initiatives et des efforts qui ont amené à la mise en place d'une nouvelle coalition internationale pour le Sahel. Cependant, nous avons effectivement constaté que l'un des progrès, il y a quand même, en fait, il convient de noter que la réponse à la crise dans la région n'a pas encore eu pour résultat de mieux protéger les populations. Et je l'ai dit tantôt, dans nos différents pays, tant au Mali, au Niger qu'au Burkina Faso, il ne se passe une semaine sans que ne soient révélées des exactions et voire des attaques contre des populations civiles. Et parfois, des villages entiers sont brûlés. Et j'ai quand même, en tout cas, la profonde douleur de vous annoncer que même hier ou avant-hier, dans le pays d'Ogon au Mali, notamment dans la commune de Sanga, des groupes armés ont attaqué une population, des cases ont été brûlées, des bétails ont été emportés et aussi nous avons malheureusement enregistré des pertes en vies humaines. Alors, donc cela nous amène à penser que c'est à cause de la manière dont cette réponse est menée que des exactions et aussi la violence se perpétuent. Et pour cela, pour nous, il faut en tout cas nécessairement changer d'approche pour avoir une approche plus efficace, une approche qui peut permettre aux populations et à toutes les communautés de se sentir beaucoup plus en sécurité et non pas encore plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des populations qui sont dans des situations de vulnérabilité. Il y en a qui sont exposées, mais elles ne sont pas encore dans cette situation de vulnérabilité. Donc, pour nous, il est quand même indispensable de réfléchir à un changement d'approche pour, n'est-ce pas, quitter le tout sécuritaire et en vue d'aller vers une approche holistique qui va quand même prendre en compte les besoins des populations en matière de la sécurité. Nous allons développer cette approche dans le détail avec l'examen des 4 piliers de la coalition. Mais question subsidiaire, une coalition citoyenne pour le Sahel, pourquoi maintenant il y a une urgence à créer cette structure et à prendre cette initiative? Oui, il y a une urgence parce que si nous regardons ce qui se passe sur le terrain, on peut aisément se rendre compte que, au lieu, n'est-ce pas, d'espérer, n'est-ce pas, à la fin de la violence, nous assistons malheureusement à la dégradation de la situation. Et effectivement, cette dégradation de la situation nous a amené à réfléchir par rapport à la pertinence de l'approche actuelle. Est-ce qu'il faut continuer avec tout sécuritaire ou bien est-ce qu'il faut revoir cette approche militaire et aussi, comme on dit, intégrer d'autres approches comme, entre autres, la question de la lutte contre l'impunité, la question de justice, évidemment les questions de développement, de même que la question lancinante de l'aide humanitaire qui aujourd'hui est plus que nécessaire pour certaines populations qui sont touchées et qui n'arrivent pas effectivement à se résilier parce que aujourd'hui tous les facteurs ou les moyens de résistance sont presque détruits.
Donc, il est important, n'est-ce pas, de repenser l'approche et de quitter le tout sécuritaire pour aller vers une approche beaucoup plus holistique. Et, ce qui explique en partie l'urgence d'aller vers la mise en place d'une coalition citoyenne qui ne va pas constituer, n'est-ce pas, un doublon ou voire un contrepoids aux actions gouvernementales, mais qui plutôt va essayer de contribuer à la promotion des 4 piliers citoyens qui composent la coalition internationale pour le Sahel. Oui, nous allons y revenir. Merci Idrissa Traoré. Je rappelle que la coalition citoyenne pour le Sahel, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le répéter, est constituée d'un noyau central de 22 organisations sahéliennes au moins et ouest-africaines, soutenues par 14 ONG internationales. Ce qui frappe, c'est donc la diversité des organisations qui viennent du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Diversité aussi dans les mandats. La coalition regroupe des organisations de défense des droits humains, des réseaux de gestion non violente des conflits, des associations de femmes, des groupes communautaires, des organisations confessionnelles, des réseaux de juristes, des organisations régionales de construction de la paix et des think tanks. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais on va le répéter tout au long de cet événement, 4 priorités ont été identifiées comme devant être au cœur de toute réponse à la crise au Sahel. Ce sont les 4 piliers citoyens. Pilier citoyen numéro 1, il s'agit de mettre la protection des civils et la sécurité humaine au cœur de la réponse au Sahel. Le pilier numéro 2, il s'agit de créer une stratégie politique globale qui s'attaque aux causes profondes de l'insécurité. Le pilier numéro 3, il s'agit de répondre aux urgences humanitaires et veiller à ce que l'aide soit adaptée au développement. Et puis le 4e pilier qui concerne la justice et qui n'est pas le moins important, lutter contre l'impunité et garantir l'accès de tous à la justice. Nous allons y revenir. Je me tourne à nouveau vers vous, Idrissa Traoré. Alors, des piliers citoyens, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi des piliers citoyens? Merci beaucoup. Allô, vous m'entendez? Alors, je vous entends, vous avez une image un peu figée. Voilà, parfait. Vous pouvez y aller. Merci. Alors, d'abord, il faut se réjouir de l'existence des piliers citoyens parce que quand on parle des piliers citoyens, on fait déjà allusion aux populations civiles qui aujourd'hui payent, en tout cas, qui aujourd'hui font les frais, n'est-ce pas, de cette insécurité, mais aussi de l'approche sécuritaire. Donc, les piliers citoyens constituent pour nous des aspects qui permettent de prendre en charge en fait, le besoin de protection des populations civiles dans nos différents pays du Sahel. Et, quand on parcourt les 4 piliers, là, d'une manière ou l'autre, nous allons trouver que les populations civiles sont au centre, n'est-ce pas, de ces 4 piliers. Donc, pour nous, acteurs de la société civile, et j'allais dire dignes et représentants des populations, parce que nous les côtoyons tous les jours, et nous essayons aussi de servir de leur, comment on dit, de leur porte, en fait, de se servir comme porte-parole de ces populations pour relayer, n'est-ce pas, leurs besoins à la communauté internationale dans le cadre notamment du processus de sécurisation du Sahel. Et j'ai oublié de le mentionner, hein, parce qu'il faut quand même reconnaître que notre expertise sur le terrain, n'est-ce pas, fait de nous, en tout cas, l'un des acteurs incontournables dans la question dans la résolution de la crise qui secoue le Sahel, d'où la nécessité pour les États, n'est-ce pas, de nous consulter, de nous écouter. Parce qu'en nous écoutant, l'État est à même d'évaluer les besoins réels des populations en matière sécuritaire, mais aussi en matière de développement. Et j'ai aussi parfois l'habitude de dire qu'il y aura point de sécurité sans une collaboration, n'est-ce pas, de la population civile. Et à ce niveau, je voudrais vous dire une anecdote. J'étais dans les Massina la semaine dernière, Massina qui est une zone en proie, n'est-ce pas, à des attaques terroristes. Et lors d'une réunion, le représentant du gouverneur nous disait ceci, je cite, « La sécurité va au-delà des armes et des munitions. Il faut aujourd'hui la collaboration et la confiance des populations. » Donc, il s'adressait aux populations pour montrer à quel point leur apport est déterminant, n'est-ce pas,
dans la lutte contre le terrorisme et aussi dans la résolution des questions sécuritaires. Donc, cela veut dire qu'il y a déjà un début de prise de conscience de la part de nos gouvernements par rapport à la nécessité absolue d'écouter leur population, de les consulter et surtout d'évaluer leurs besoins, de les intégrer dans leur approche en vue, n'est-ce pas, de quitter le tout sécuritaire pour aller vers une approche holistique. Merci, Idrissa Traoré. Écoutez la population, écoutez la société civile, on a compris le mot d'ordre. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme conjoint AMDH-FIDH. Nous allons examiner donc maintenant ces piliers les uns après les autres. Je rappelle que nous vivons l'événement du lancement de la coalition citoyenne pour le Sahel. Je l'ai dit tout à l'heure, 4 piliers sont au cœur de l'approche de cette coalition. Pilier numéro 1, mettre la protection des civils et la sécurité humaine au cœur de la réponse au Sahel. De quoi s'agit-il? Eh bien, toute intervention, qu'elle soit militaire, humanitaire, de développement ou pour assurer le renforcement de l'État, doit être évaluée sur sa capacité à mieux protéger les populations affectées par le conflit, et ceci sans discrimination. Alors, illustration de cette problématique, de ce premier pilier, je vous propose d'écouter Victor Ouedraogo. Il est prêtre à Ouaïgouya, au nord du Burkina Faso, et il est aussi le directeur du Centre diocésain de communication. On va l'écouter tout de suite. Les régions du Sahel en Afrique traversent aujourd'hui une période très critique et très difficile liée à l'insécurité. Les causes de cette insécurité peuvent être recherchées à travers les causes structurelles, mais aussi les causes socio-culturelles. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de partenaires, beaucoup d'États s'organisent pour apporter leur aide et leur soutien aux pays africains, notamment les pays du Sahel. Tout cela est à saluer et à féliciter, mais nous ne devrons pas perdre de vue quelque chose de très important. Toutes les interventions, quelle que soit leur nature ou leur forme, doivent avoir une priorité, mettre la protection des civils et la sécurité humaine au cœur de toute réponse dans les régions du Sahel. Aujourd'hui, ce que nous constatons, nous voyons qu'on met beaucoup plus l'accent, beaucoup plus de moyens dans la lutte contre l'extrémisme, violent, notamment contre le terrorisme, ce qui est une bonne chose. Mais la lutte contre l'extrémisme violent ne serait occulter les vrais problèmes, les vraies difficultés auxquelles les populations des régions du Sahel en Afrique font face. La notion de sécurité doit être élargie. Il faut prendre en compte aussi les besoins fondamentaux des populations. Il faut prendre en compte les besoins humanitaires. Il faut prendre en compte aussi les droits de l'homme. Il faut prendre en compte aussi les droits internationaux liés à toute action humanitaire. C'est tout cet ensemble que les acteurs, que les États, que les ONG, que les bailleurs de fonds doivent tenir compte dans leur politique et dans leur intervention au Sahel. Nous lançons un appel à tous les acteurs, à tous les partenaires à tenir compte de la protection des civils et la sécurité humaine dans leurs interventions, en faisant en sorte que leurs interventions soient mesurées et soient évaluées à l'aune de ce critère ultime qu'est la protection des civils et la sécurité humaine. L'abbé Victor Ouedraogo, prêtre à Ouaïgouya, au nord du Burkina Faso, et directeur du Centre diocésain de communication. Nous allons aller plus loin sur ce thème. Je vous propose d'en parler avec Maître Boubacar Oumarou et Niagale Bakayoko. D'abord, Maître Boubacar Oumarou, vous êtes coordinateur national du réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits. Pourquoi faut-il, comme le dit Victor Ouedraogo, élargir la notion de sécurité? Et qu'est-ce qu'on entend par sécurité humaine? Je ne suis pas sûr que vous soyez là. Ah. Ce sont les joueurs à la fois du direct et du numérique. Je vérifierai tout à l'heure. Je crois que nous avons un petit problème de liaison avec vous, Maître Boubacar Oumarou. Alors, je vais me tourner vers
Niagale Bakayoko, président du think tank African Security Sector Network. La même question s'adresse à vous. Sécurité humaine, faut-il l'élargir? Faut-il aller plus loin? Après quoi, nous parlerons plus précisément de la protection des civils. Oui, tout à fait. Donc, pour répondre à la question de ce qu'est la sécurité humaine est une approche qui a été à l'origine conceptualisée par le programme des Nations Unies pour le développement et qui consiste à considérer que la sécurité va bien au-delà de sa seule dimension militaire, mais doit être avant tout fondée sur l'idée de protéger les individus, les communautés de la peur et de la faim. Donc cela élargit considérablement le focus de la sécurité en mettant l'accent sur la sécurité politique, la sécurité en matière de droits civiques, la sécurité alimentaire, la sécurité écologique. C'est une approche beaucoup plus large de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle l'homme et les populations sont placés au cœur de cette approche qui nous paraît particulièrement adaptée pour répondre aujourd'hui à la problématique de l'insécurité au Sahel. Mais on parle beaucoup de protection, on en a parlé lors du récent sommet de Nouakchott du G5 Sahel, à l'occasion également de la réunion ministérielle de la coalition internationale pour le Sahel le mois dernier. Alors, les mots sont là, les exhortations sont là, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire de différent pour que véritablement on puisse mettre la protection des civils au cœur de la réponse? Qu'est-ce que vous diriez à ça? Tout d'abord, il nous paraît essentiel de reconnaître le caractère multidimensionnel de la crise actuelle, qui doit être envisagée au-delà de son seul angle sécuritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les violences sont le fait d'un grand nombre d'acteurs qui sont bien entendu les groupes djihadistes, mais également des groupes d'autodéfense, des milices constituées sur des bases communautaires, des acteurs criminels qu'on désigne parfois sous l'appellation de hommes armés non identifiés, et enfin des forces de défense et de sécurité elles-mêmes. Et ce sont, comme l'ont rappelé mes différents collègues, les populations civiles qui sont les premières victimes des actes perpétrés par ces différents acteurs. Et il apparaît de plus en plus urgent de mettre les acteurs chargés d'assurer la sécurité face à leur responsabilité de protéger ces populations. Je donnerai des exemples très concrets. Dans le cadre de l'approche internationale actuellement retenue, on met l'accent sur le renforcement des capacités opérationnelles des États sahéliens d'un point de vue militaire. Mais cela ne signifie pas uniquement renforcer leur capacité d'aller au combat ou leur capacité d'être équipés de manière satisfaisante. Il s'agit également de leur capacité à promouvoir et à respecter elles-mêmes les droits de l'homme. Et il ne suffit pas aujourd'hui de dire que ces forces ont été formées au droit international humanitaire depuis des années, parce que droit international humanitaire, c'est fondamental, mais ça n'est pas équivalent ni ne peut être résumé à ce que sont les droits de l'homme, c'est le premier élément. Et d'autre part, les formations ne suffisent pas. Il convient également de renforcer au sein des forces armées les mécanismes d'inspection, les mécanismes de sanction, et également de renforcer le rôle d'acteurs extérieurs, comme par exemple les commissions nationales des droits de l'homme. Mais j'irai plus loin, renforcer les capacités militaires signifie aussi travailler sur la gouvernance de ces appareils. On a vu des scandales en matière de détournement des budgets de la défense qui sont intervenus au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et on ne peut absolument pas le déconnecter du fait que ces budgets sont détournés alors que des soldats meurent au front tous les jours. Et cela renvoie aussi à la question de la condition sociale de ces soldats eux-mêmes. On a vu des femmes au Mali, des veuves qui ont encore manifesté récemment pour dire combien elles étaient délaissées, abandonnées malgré la perte de tout revenu pour leur famille. Enfin, pour conclure, je dirais que ce renforcement des capacités ne doit pas
concerner les seuls militaires, mais également les forces de sécurité plus largement. Les militaires, les policiers, on voit très bien dans les événements dramatiques qui se sont produits au Mali ce week-end, qu'il n'est pas possible que des forces de maintien de l'ordre en viennent à tirer à balles réelles sur des manifestants. Et là, on voit bien qu'on n'est absolument pas dans la question de la problématique de la lutte contre les groupes djihadistes. Merci Niagalé. Je voudrais, avant de poursuivre, vous recommander de parler très très lentement puisque nous avons un impératif de traduction et par conséquent, il est nécessaire de parler très lentement. C'est ce que je vais essayer moi-même de faire. J'ai l'habitude de parler un peu vite. Maître Boubacar Oumarou, vous êtes là, vous nous avez rejoint. Je voudrais quand même vous entendre à propos de sécurité humaine et de sécurité de protection des populations suite à la diffusion de cette interview de Victor Ouedraogo. Je suis là. Vous êtes là, oui. Alors, l'abbé Ouedraogo parle d'élargir la notion de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par sécurité humaine? J'aimerais avoir votre point de vue sur ce point également. Allô? Est-ce que vous êtes là à nouveau ou vous avez… Alors, je crois que nous avons un petit problème. Nous allons vous retrouver. J'espère que les choses vont se régler. Je n'en doute pas d'ailleurs. Parlons du pilier numéro 2. Je vous rappelle que vous suivez un événement spécial consacré au lancement de la coalition citoyenne pour le Sahel. Alors, pilier numéro 2, il est dit la chose suivante. Créer une stratégie politique globale qui s'attaque aux causes profondes de l'insécurité. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de causes profondes de l'insécurité? Niagalé Bakayoko, je vais vous rejoindre. Je rappelle que vous êtes président du think tank African Security Sector Network. Que veut dire ce pilier? Qu'est-ce qu'on entend par cause profonde? Et là encore, comment peut-on faire différemment? Je vous écoute. On s'aperçoit que la crise multidimensionnelle dont je parlais à l'instant et dont parlaient également mes collègues a pour racine en réalité une remise en cause profonde du modèle d'État qui a été mis en place depuis les indépendances. En réalité, on s'aperçoit que cet État est perçu par différents acteurs qui manifestent leur mécontentement ou leur colère à travers différents types de mobilisation. Mais on s'aperçoit que cet État est perçu comme ayant failli en termes de démocratisation, en termes de décentralisation, en termes de développement, en termes d'urbanisation, en termes de sécurité également. Et donc, on s'aperçoit que les protestations prennent différentes formes. Il y a eu des rébellions de groupes armés, il y a en effet les mobilisations de type djihadiste, il y a également le repli communautaire autour de groupes d'autodéfense ou de milices communautarisées, et il y a également des mouvements de protestation populaire, comme on le voit au Mali, et toutes remettent en cause la façon dont l'État ne les a pas protégés de manière globale, non pas uniquement physique, même si c'est bien entendu le problème immédiat aujourd'hui, mais plus largement la façon dont l'État a failli à leur donner notamment, par exemple, cette satisfaction en matière d'éducation et d'accès à une vie meilleure. Donc, en effet, aujourd'hui, travailler sur les causes profondes signifie aussi réfléchir au modèle d'État, au modèle de contrat social auquel on a affaire aujourd'hui et inscrire cela dans une démarche de concertation qui implique bien entendu les États qui sont des acteurs absolument indispensables. Mais les États ne signifient pas uniquement les acteurs au niveau central. Le rôle des acteurs décentralisés est également très important. Il va falloir réfléchir à une meilleure façon de déployer des représentants de l'État sur le terrain. C'est ce que réclament beaucoup de mouvements de protestation. C'est un aspect absolument essentiel. Et donc, inscrire l'approche dans une démarche politique qui réfléchisse au-delà de ce seul aspect sécuritaire, mais qui en fait partie, j'y insiste, nous paraît absolument essentiel.
Merci beaucoup, merci mille fois. Alice Soumana, vous êtes avec nous, est-ce que vous m'entendez? Soulama, pardon, hein, j'ai un petit peu écorché votre nom. Alice Soulama, vous êtes coordinatrice du WANEP Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous interroger sur le rôle des femmes dans les processus de paix. Quel doit être ce rôle, selon vous? Et pour ce qui est du rôle des femmes, il faut reconnaître que ça soit au Mali, au Burkina ou au Niger, la situation des femmes sont généralement en réalité les mêmes. Et si nous remontons peut-être sur les conflits multidimensionnels que sévit le Sahel, à guise d'exemple, peut-être la crise qui a sévi Yirgou en janvier 2019 au Burkina qui a fait 146 morts. Au niveau du Mali, si on prend l'exemple peut-être toujours en 2019 sur la crise, l'attaque au niveau de Mopti, précisément à Kouloukan, et à l'exemple aussi du Niger, peut-être avec l'attaque du camp à Tillabéri en janvier 2020, il faut reconnaître que cette situation a un impact inestimable, surtout sur les femmes, parce que du coup, les femmes se sont... de façon inattendue, les femmes sont devenues généralement des chefs de famille et cela a entraîné de nombreux dégâts et de déplacés dont la majorité sont surtout les femmes et les enfants. Et cela entraîne, je peux dire, un risque vraiment élevé que ces femmes se retrouvent dans des situations de travail où elles seront victimes de discrimination ou d'exploitation, où se trouvent souvent vers même les mariages forcés ou le sexe de survie comme un mécanisme d'adaptation. Et elles sont aussi obligées d'arrêter surtout les activités génératrices de revenus et abandonner souvent les activités agricoles, des portions souvent déjà faibles de terre qu'elles possèdent et souvent par peur même d'autres ont eu comme on appelle ça, à déscolariser les filles de peur d'être violées. Et ceux qui sont déplacés souvent se trouvent dans une situation vraiment pas appréciable et surtout l'insécurité pour ce qui est de déplacement réduite au niveau des moyens, pour la recherche des moyens de subsistance, surtout des ménages et surtout les femmes pour aller chercher, je peux dire à guise d'exemple, de l'eau ou du bois pour la cuisine. En tout cas, elles sont affrontées à des situations souvent pas réjouissantes. Et à cela aussi, il faut noter que depuis un certain temps aussi, la crise au niveau du Sahel a fait que certaines femmes sont de plus en plus sont devenues aussi actrices comme agents et complices aussi de l'extrémisme violent et souvent, elles mènent souvent des menaces de l'insécurité. À cela, nous pouvons dire qu'il est important pour nous il est plus que jamais important que dans nos démarches, nous puissions reconnaître le rôle essentiel dans la résolution des conflits des populations vulnérables, que sont notamment les filles et les femmes et les filles, et ainsi que les groupes vulnérables et des groupes qui sont généralement sans voix. Parce que la participation, la voix des femmes dans les processus de paix est indispensable, surtout dans l'établissement au maintien de la paix au Sahel. Elles jouent généralement un rôle important dans la promotion de la paix, dans l'instauration d'un dialogue pacifique et la recherche aussi de solutions pour une cohésion sociale et un vivre ensemble réel et durable. Leur inclusion dans ces processus est très important pour avoir leur position, leurs intérêts, leurs perceptions surtout sur la situation au niveau du Sahel, de la façon généralement où des questions qui les concernent directement sont abordées telles que peut-être des questions en lien avec la violence qu'elles sévit, surtout leurs droits même en tant que citoyens et en tant que citoyennes au niveau du Sahel, afin que leurs besoins en réalité soient pris en compte. Pour cela, nous pensons que les femmes doivent être l'épicentre, je dirais, pour la construction de la paix au Sahel. Pour cela, nous avons besoin, en tout cas, nous plaidons plus fortement pour la volonté politique et l'effort politique pour ce qui est de l'application, je dirais, des différentes conventions, des différentes lois et les textes qui sont en réalité votés ou bien ratifiés par nos différents pays pour que la promotion des femmes dans la consolidation de la paix au niveau du Sahel en réalité soit une réalité. La plupart des conventions, à l'exemple peut-être de la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies, la résolution 2218 et 2242, pour ne citer que cela, je dirais les résolutions substantielles formant agenda femmes, paix et sécurité,
Au niveau continental, si on prend l'exemple peut-être de la carte peut-être politique de l'Union africaine sur les réforme du secteur de la sécurité, qui voit l'importance en fait d'impliquer les femmes dans tous les processus de paix. Au niveau national, nous avons les politiques nationales du genre, nous avons les plans d'action qui ont été développés par la plupart des pays du Sahel pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Nous avons aussi les lois telles que la loi pour la fixation du quota genre pour motiver ou bien encourager la participation politique des femmes. Que tous ces textes, en tout cas, soit en l'application, soit en réalité, soit une réalité pour ce qui est du contexte africain. Et là, ça doit être vraiment un plaidoyer fort parce que nous devons dépasser les cadres des textes, les cadres des résolutions, pour que ça soit vraiment des cas concrets sur le terrain, parce que nous pensons qu'on ne peut pas chercher la paix au Sahel sans les femmes. Et avec les femmes, la recherche sera en tout cas plus pacifique et plus durable. Merci. Merci pour ce tableau complet de la situation. On a pris un petit peu de retard, vous l'avez compris. On va vite parler du pilier 3. Alors, le pilier 3, c'est répondre aux urgences humanitaires et veiller à ce que l'aide soit adapté au développement, l'intitulé, je crois, assez clair. Je vous propose, pour illustrer cette problématique de ce pilier 3, eh bien, de regarder et d'écouter ces témoignages de femmes dans des camps de réfugiés au Burkina Faso, des témoignages recueillis par nos collègues de l'organisation Oxfam. Ya tonin tonsi sin to yiri ya ribu we usi kan ke ken ba tumi toni ba to imburi ya hai ala dream ba ne asam pam ni be ne ba pam tenti mana mu shike so mana mu jutwa. La plupart des bénéficiaires c'était des femmes chefs de ménage. Donc c'est les femmes qui restent et qui doivent gérer au quotidien la famille. Et malheureusement sans ressources. Toute la charge de la gestion de la famille, c'est laissé justement à la responsabilité des femmes et donc dans ces conditions, elles sont très exposées. C'est au pire, ça quand on peut m'y courir papa. Par rapport au bonheur de bonheur, ma brave femme pour le. Et d'où mon la quête bagnole. To se da wawa sen da pamam ti da ta na abram tawara de de lam ti san wadinga da ton le on kuluro ti akta mam to zoyewa ger kanan kebana bum pena kanan kay na wala man kenan waka ma ham ke lan wari ti aka woto sen de ba wa ba ro to de tien ja le ribo to mengo sanyo ndi sin ribo to tampel nga sanda ni ko to sada da sa yu moto sanke bo en buru ka wate. En tant que femme, on a besoin d'intimité. On a des besoins physiologiques différents. C'est difficile. Par exemple, quand on parle de menstrues, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du coton hygiénique utilisent des pailles. Et par exemple, si tu fuis sans paille, sans habit, il y a des gens qui n'ont pas d'habit, qui n'ont pas de paille. On se demande même comment ils se débrouillent pendant les menstrues. C'est plus difficile pour les femmes en temps de crise que pour les hommes. Voilà ce document très parlant de l'organisation Oxfam. Nous allons essayer de joindre, je ne sais pas s'il est avec nous, nous allons essayer de joindre Maître Boubacar Oumao, coordinateur national du réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits. Vous êtes là, Maître? Je suis là avec une connexion très instable. Oui, ce sont des choses qui arrivent. En un mot, dites-nous un petit peu, parlez-nous de l'urgence humanitaire dans votre pays, le Niger. Très bien, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler un peu de la situation au Sahel en ce qui concerne la crise sécuritaire. Et vous savez que le Sahel est caractérisé particulièrement par des déficits chroniques en ce qui concerne la production agricole. Toute la bande nord du pays qui est aujourd'hui en proie à l'insécurité est habituée à des déficits chroniques, des
déficit alimentaire. Donc, à cela s'ajoute le problème de la difficulté pour ces populations qui sont entre le marteau et l'enclume en ce qui concerne les forces armées républicaines et les groupes armés terroristes. Ces populations sont obligées souvent de quitter, d'abandonner leur zone de culture, ce qui fait qu'on a beaucoup de... Allô, maître? Maître Boubacar Oumarou, j'espère que nous allons pouvoir vous retrouver avant la fin de ce rendez-vous. La connexion, effectivement, est très instable et là, disons qu'elle nous a un petit peu abandonnés. On va parler du pilier 4 et vous aurez l'occasion d'intervenir tout à l'heure. Pilier 4, lutter contre l'impunité, garantir l'accès de tous à la justice. Je ne vais pas vous lire l'intégralité de ce qui est contenu dans ce pilier, mais disons qu'aucune attaque commise contre la population civile ne doit rester impunie. C'est ainsi que commence ce pilier. Pour illustrer cette problématique, je vous propose de regarder cette intervention de Corinne Dufka, qui est directrice du Sahel Human Rights Watch. C'est une vidéo que nous allons pouvoir voir tout de suite. Je suis là. Ces dernières années, plusieurs milliers de civils ou des suspects ont été tués illégalement par des islamistes armés, par des forces de sécurité ou par les violents groupes d'autodéfense pro-gouvernementaux. La vie au Sahel est plus en plus la scène des atrocités majeures, où lesquelles des dizaines de civils ont été assassinés, souvent brûlés dans leur maison ou par des engins explosifs. Et aussi par les opérations antiterroristes où des suspects qui méritent d'être traités conformément à la loi. Et vous, pour la dernière fois, sous le garde des soldats, ont trouvé avec une balle dans la tête à l'extérieur de le village. Ces incidents ont fait l'objectif des enquêtes crédibles par les groupes internationaux comme Amnesty et Human Rights Watch, par les Nations Unies et par les organisations locales courageuses. Et pourtant, pratiquement aucun de ces incidents a fait l'objet d'une enquête et encore moins les acteurs ont été jugés ou disciplinés. Presque aucun des suspects, parfois qui sont bien connus, n'ont même pas été convoqués par la justice. Le résultat final est que les acteurs armés, les groupes armés ont appris qu'ils peuvent tuer, mutiler, détruire le village sans crainte d'être tenus pour responsables. La tuerie et l'impunité soulignent le déplacement, la crise humanitaire et aggravent la tension ethnique et sapent la confiance dans l'État. Les exactions perpétrées par les forces de sécurité et les milices poussent des hommes pleins de vengeance pour le meurtre illégal de leurs frères, de leurs pères dans le rang des djihadistes. Les victimes et leurs familles méritent des enquêtes et méritent la justice. Le droit devait être respecté pour la raison des principes et pour la raison pragmatique. La crise humanitaire ne va jamais arrêter si les droits ne sont pas respectés. La sécurité au Sahel et dans la région dépend du respect des droits humains et les acteurs locaux et internationaux devaient placer la justice et la lutte cruciale contre l'impunité au cœur de la lutte pour la sécurité au Sahel. Merci. Oui, Corinne Dufka de Human Rights Watch sur la difficile lutte contre l'impunité. Il faut noter d'ailleurs qu'il y a eu des déclarations récentes, notamment de l'Union européenne et de la France, pour condamner les exactions. C'est quelque chose d'intéressant à noter, il fallait le rappeler. Alors, sur cette question de l'impunité, je vais me tourner vers Maître Sarand Keita Diakité, Maître Sarand Keita Diakité, de l'Association des juristes maliennes. Vous m'entendez? Oui, j'entends très bien, merci beaucoup. Alors, sur cette question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment faire en sorte que ces engagements soient, les engagements qui sont pris par les différents acteurs, soient une réalité? Merci beaucoup. Je remercie cet espace qui me donne l'opportunité de parler de l'application de la justice comme ça se doit dans nos pays. Vous savez, aucun acte lié à la violence ne doit rester impuni. Contre les populations civiles, il faut aller toujours
vers la punition. Et il faut faire de la lutte contre les violences basées sur le genre une réalité dans nos pays. En faisant un clin d'œil à Nyaralin qui vient tout à l'heure de parler de ce qui s'est passé le week-end dernier à Bamako, et au Mali, dans mon pays, Bamako, des manifestants qui ont à main nue, qui sont tirés par balles réelles par des forces de l'ordre. On sait que les forces de l'ordre sont normalement formées pour les circonstances. Elles ne doivent pas être là à prendre des balles réelles contre les populations main nue. Donc, dans nos différents pays, on voit ce qui se passe au quotidien. Tous les jours, il y a ce genre de violations des droits. Quand il y a des manifestations seulement, c'est des tirs à balles réelles, c'est les violences basées sur le genre. En parlant de violences basées sur le genre, il faut penser aux jeunes filles qui sont mariées précocement, à toutes ces filles qui sont violées sans suite, tout et tout. Donc, pour aller vers la lutte contre tout ce phénomène, je dirais que nos pays doivent avoir des législations sûres, des législations qui existent en la matière, c'est-à-dire et les textes de loi et les juridictions compétentes. Et puis, il va falloir créer un réseau, une plateforme pour ces victimes-là, mettre ces victimes autour d'une plateforme pour les permettre de parler. Les violences basées sur le genre sont un peu sont miettes parce que les victimes ne veulent pas parler, elles pensent qu'elles seront stigmatisées. Donc, il faut créer une plateforme pour les permettre de parler. Et puis, il faut créer aussi un réseau de collecte des violences basées sur le genre. Un réseau de violences, comme on vient de le faire, un réseau qui va être là, qui va voir, il y a eu violence ici, au centre du Mali actuellement, il y a des violences, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut que les gens aillent sur le terrain, comprendre et mettre la machine judiciaire en marche. La machine judiciaire est une machine qui est là, inerte, il faut la mettre en marche pour qu'elle puisse démarrer. Tant qu'on ne la met pas en marche, elle ne se prend pas d'elle-même et se met en marche. Il faut faire aussi de l'accompagnement des victimes une réalité. De l'accompagnement des victimes une réalité, c'est-à-dire créer des cliniques juridiques autour desquelles les victimes peuvent aller, créer des cliniques juridiques qui ont des avocats et des parajuristes qui seront formés, qui peuvent intervenir pour que ces femmes-là puissent avoir gain de cause. Mais il y a aussi un problème très urgent et très sérieux qui est la sensibilisation des victimes. Les victimes elles-mêmes, quand il s'agit de violences basées sur le genre, ne veulent pas parler à cause de peur de la stigmatisation, de peur d'être indexées. Je vous donne un exemple pour le cas du Mali, ce qui s'est passé. L'association des juristes maliennes a été obligée de faire beaucoup de retraits de plaintes parce que quand on avance dans la plainte, après il y a les victimes même qui viennent nous voir. On ne veut pas qu'on comprenne qu'on a été violé, on ne veut pas qu'on comprenne qu'on a été victime de cette violence. Bref, il y a tout cela. Donc, il faut aller dans la sensibilisation pour que ces femmes-là comprennent que c'est leur droit. Il faut qu'ils puissent avoir la dénonciation et pour qu'elles puissent avoir leurs droits en la matière. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut que les victimes puissent avoir la garantie d'être assistées juridiquement et judiciairement. Judiciairement, c'est-à-dire devant les juridictions, dans l'engouement, le feu de l'action, on fait les plaintes, tout et tout, il n'y a pas de suivi. Donc, il faut faire le suivi et au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau des différentes juridictions. Même s'il faut aller saisir les juridictions africaines, comme la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de la CEDEAO, il faut que les victimes comprennent qu'il va y avoir le suivi quand il s'agira des plaintes qui seront déposées. Merci beaucoup. Pour conclure que la consolidation de la paix passe obligatoirement par la lutte contre l'impunité. Tant que les auteurs de violences ne comprendront pas qu'il y a des textes, des lois nationales d'abord, ensuite des lois internationales qui sont là pour les barrer la route et vont continuer à aller dans ce sens-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette éloquente démonstration. Nous allons, parce que nous sommes pris par le temps, vous l'avez compris, pour conclure cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Alioune Tine, j'espère que vous m'entendez, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains et fondateur du think tank Africa Jom Center. Alioune Tine, vous m'entendez?
Je ne sais pas si vous êtes... Je vous entends très bien. Ah, parfait. Alors, je vous entends bien. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous avez décidé d'apporter votre soutien à la coalition citoyenne pour le Sahel. Pourquoi? Parce que c'est un véritable chaînon manquant dans la politique sécuritaire au Sahel qui vient effectivement à son heure. Dans la plupart des conférences que je fais, je me suis dit, mais où est la société civile? Où sont les organisations de droits de l'homme? Aujourd'hui, avec cette coalition qui vient compléter l'action des États, des armées, je pense que c'est un grand vide qui va être comblé enfin au Sahel. C'est important. C'est important parce que nous avons vu les limites de l'action sécuritaire des États sur le terrain. Je suis sur le terrain, je suis à Mopti, mais on peut dire effectivement qu'aujourd'hui, la sécurité des populations civiles, vraiment la sécurité n'est pas assurée, n'est pas garantie en dépit de la présence des armées sur place. Donc, la question, ce n'est pas seulement l'usage des armes, mais quelles sont les réponses civiles, les réponses en matière de sécurité humaine qu'on peut apporter face à beaucoup de vides, perte de sens politique, il n'y a plus d'idéologie, les gens ne croient plus à l'État, perte également et dysfonctionnement manifeste de la gouvernance, de la démocratie, des droits de l'homme, on dénonce l'impunité et tout. Et il me semble aujourd'hui qu'avec la coalition, travaillant de façon, je dirais, intégrée, ça veut dire il faut pas qu'on ait des voix dispersées. On a beaucoup d'organisations sur place qui disent la même chose, comme Amnesty, Human Rights Watch, FIDH, etc. Mais si on est intégré, si on est ensemble, on étudie ensemble les problèmes, je veux dire, les diagnostics, le mal du Sahel, et si on apporte des réponses ensemble, holistiques et complémentaires, dans les domaines, beaucoup de domaines, ça veut dire de la justice, de la gouvernance, des droits de l'homme, je pense qu'on pourrait avancer. D'autre part, ce qui a fait la force des djihadistes, c'est parce qu'il n'y a pas d'État, c'est parce qu'il n'y a plus d'idéologie, c'est parce que la représentation de l'État en tant que sens n'existe plus. Maintenant, si les organisations de la société civile sont là, je pense que ça peut combler du sens. Enfin, le problème, on ne le prend pas souvent, on n'en parle pas beaucoup, c'est vraiment le réchauffement climatique, le changement climatique et ses effets au niveau du Sahel, comme phénomène aggravant de la situation au Sahel. Il me semble que ça aussi, c'est un apport que la société civile, que la coalition citoyenne du Sahel doit faire pour vraiment apporter également une véritable plus-value dans cette situation au Sahel. Voilà les raisons pour lesquelles moi je soutiens très fortement cette coalition, que j'encourage, que je félicite et qui doit continuer effectivement à nourrir la réflexion, à faire le diagnostic, bien sûr, des pathologies au niveau du Sahel, afin effectivement d'apporter les soins nécessaires au Sahel, d'apporter une véritable touche, qui ne soit pas seulement en matière de parole, mais qui se manifeste par des actions concrètes sur le terrain. Et je pense que toutes les organisations qui sont sur le terrain, s'ils se donnent la main, on peut arriver à des résultats. Merci, M. Alioune Tine. Nous aurions pu parler encore longtemps de cette problématique, comme avec tous nos invités d'ailleurs. C'est presque la conclusion de l'événement d'aujourd'hui. Niagale Bakayoko, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes la présidente du think tank African Security Network, Sector Network. Vous êtes là. Quelles sont les prochaines étapes de cette initiative dont nous marquons la création aujourd'hui, cette coalition citoyenne pour le Sahel? Alors, le lancement de cette coalition citoyenne aujourd'hui n'est que le début d'un travail collectif. Les membres de la coalition citoyenne vont continuer à faire entendre leur voix et à proposer leur expertise qui nous semble pouvoir être utile à l'ensemble des acteurs qui se mobilisent en faveur du Sahel. L'idée, c'est vraiment pour la coalition de se poser comme un interlocuteur
constructif des gouvernements sahéliens et de leurs partenaires internationaux. L'objectif également est d'évaluer l'impact de la réponse de ces gouvernements et de leurs partenaires à la crise à l'aune des différents piliers citoyens qui vous ont été présentés aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être concret, nous pensons qu'aujourd'hui, le succès en matière de sécurité humaine au Sahel ne doit pas uniquement se mesurer en termes de terroristes neutralisés, mais aussi en termes, et avant tout, en termes de réduction des exactions de toutes sortes et des violences contre les personnes et leurs biens que subissent les populations civiles. C'est-à-dire qu'on peut aussi évaluer cet impact en termes de villages et de familles secourues. C'est un élément qui nous paraît fondamental. Nous voulons aussi, pour terminer, que l'approche aujourd'hui de la question de la crise sahélienne soit davantage fondée sur une compréhension endogène des dynamiques à l'œuvre et fondée sur l'expertise locale, et également que l'on s'intéresse davantage aux mécanismes locaux de gestion des conflits. Alors, les prochaines étapes de cette initiative, en quelques mots, pour terminer, Niagale Bakayoko. Alors, nous allons établir dans les mois à venir des critères de référence pour chacun des 4 piliers que nous vous avons présentés, en nous appuyant sur des exemples concrets de changement pour chacune des priorités. À l'automne 2020, nous avons l'intention de présenter un rapport d'évaluation des progrès accomplis en matière de protection des civils, de lutte contre l'impunité, d'aide humanitaire et de stratégie politique globale. Et ce travail sera rendu public en amont de la conférence des donateurs pour le Sahel qui est prévue à l'automne et du prochain sommet de la coalition internationale pour le Sahel. Merci Niagale Bakayoko. Ces rendez-vous sont notés, nous aurons l'occasion de les rappeler ultérieurement. Ainsi se termine cet événement. Je voudrais dire mille excuses à ceux qui n'ont pas pu intervenir ou pas pu intervenir autant qu'ils l'avions prévu. Ce sont encore une fois les aléas du numérique et du direct. J'espère que nous aurons d'autres rendez-vous de ce type. Ainsi se termine cet événement qui marque donc les débuts de la coalition citoyenne pour le Sahel. Sachez que la vidéo de cet événement sera visible sur la page Facebook de la FIDH. La liste des partenaires de la coalition citoyenne pour le Sahel est à télécharger sur le site de la FIDH, www.fidh.org. Si vous avez des questions, ça c'est important, merci de les envoyer à Sahel Coalition Citoyenne, tout attaché, @gmail.com. Je vais le répéter, vous le voyez d'ailleurs inscrit sur votre écran, Sahel Coalition Citoyenne, @gmail.com. Vous pouvez également suivre cette initiative sur les comptes sociaux des 22 organisations régionales et des 14 organisations internationales qui participent à cette initiative. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Nous avons été un petit peu plus long que prévu. Merci à tous nos interlocuteurs. Désolé encore pour les questions techniques, mais je crois que l'essentiel du message est passé. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'endroit où vous nous recevez. Je vous dis donc à bientôt et puis bonne route à la coalition citoyenne pour le Sahel. Bye bye. Et nous remercions Tilly pour l'interprétation. Et bravo, surtout. Exactement, bravo, vous l'avez dit, qui a dû sans doute avoir eu fort à faire avec ma façon très rapide de parler. Je m'en excuse et je lui dis à mon tour bravo. Merci. Merci. Allez, bonne journée. Bye bye.